Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Économie, le couperet est tombé ce matin. Le déficit de 2023 s'élève donc bien à 5,5 points de PIB, soit un dérapage de 16 milliards d'euros. Cette somme considérable révèle l'amateurisme de votre gouvernement qui s'avère incapable de gérer un budget pourtant imposé sans débat par 49.3. Monsieur le ministre, ne vous en déplaise, ce sont bien les choix de ce gouvernement qui nous ont conduits dans cette impasse. C'est bien ce gouvernement qui nous a infligé 220 milliards d'euros de recettes en moins 2017 en allégeant la fiscalité des plus riches et des grandes entreprises. Or, aujourd'hui, c'est bien cet argent qui manque cruellement à notre hôpital, à la prise en charge décente des aînés, à notre école publique ou encore à la planification écologique. Alors, à qui comptez-vous faire payer l'ardoise? Les premières pistes avancées par le ministre des Comptes publics ce matin sont extrêmement préoccupantes. Ce n'est ni aux collectivités déjà exsangues, ni à notre État-providence, ni aux Françaises et aux Français que nous avons applaudi à 20 h lors du Covid de payer les pots cassés. N'infligez pas, Monsieur le ministre, une punition collective pour des cadeaux qui n'ont profité qu'à quelques-uns. Car aujourd'hui, ce qui manque, ce sont bien des recettes. Nous, socialistes, faisons depuis des années des propositions en ce sens. Mais êtes-vous enfin prêts à les entendre? Taxons les super-profits, rétablissons l'ISF et supprimons la flat tax. Et revenons sur les exonérations de charges et niches fiscales non efficientes. Monsieur le ministre, l'austérité n'a jamais engendré la prospérité. Alors, face à l'urgence de la situation, je vous repose la question. À quand un projet de loi de finances rectificatif? Vous engagez-vous enfin à respecter cette Assemblée et à permettre le débat parlementaire? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge des Comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de Lautrette. Vous l'avez évoqué, permettez-moi d'abord de rappeler 2-3 ordres de grandeur. Vous avez l'austérité à la bouche. Je rappelle quelques ordres de grandeur, Monsieur le député. On a annulé 10 milliards d'euros de dépenses. Vous connaissez quel est le montant total des dépenses publiques? 1600 milliards. Alors quand on annule 10 milliards d'euros de dépenses sur 1600 milliards, permettez-moi de vous dire, Monsieur le député, qu'on est très loin de l'austérité. L'austérité, Monsieur le député, vous le savez, c'est ce qui s'est passé dans les pays qui n'ont pas maîtrisé leurs finances publiques et qui ont dû couper dans les pensions, les salaires des fonctionnaires, les services publics. Nous sommes, Monsieur le député, extrêmement loin de l'austérité. Et alors vous avez la solution. Je vous ai bien écouté. Des taxes, des taxes, des taxes, des taxes. Et vous savez ce que vous promettez, Monsieur de Lautrette, Monsieur le député? C'est moins de croissance, moins d'emplois, plus de chômage. Et pour redresser les finances publiques, il faut garantir la croissance et l'emploi. Et puis alors vous me dites attention aux collectivités territoriales. Vous savez que le traumatisme des élus locaux, c'est pas dans les dernières semaines de nos annonces, c'est 2014 et la baisse de 10 milliards d'euros de la dotation globale de fonctionnement. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. La protection de la santé pour tous et partout au sein de la République est garantie par la Constitution et est d'ailleurs au cœur de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2030. Alors que la structuration de l'offre de soins solidaires est largement déployée dans l'Hexagone, elle est à ce jour inexistante en Martinique, voire probablement en Outre-mer. Les contraintes structurelles et conjoncturelles ne peuvent elles seules justifier un tel décalage avec l'Hexagone et d'aussi graves dysfonctionnements quotidiens. La situation de la prise en charge du cancer en Martinique est une catastrophe sanitaire depuis plusieurs années et sa dégradation progresse de façon explosive. Je pèse mes mots et j'affirme qu'il s'agit d'un véritable scandale d'État après celui du chlordécone. File d'attente des patients qui augmente de manière exponentielle. Patients et familles livrés à eux-mêmes. Délai de prise en charge entre diagnostic et début de traitement au moins 7 fois supérieur à ceux de la France hexagonale. Absence de parcours de soins, gouvernance chaotique, sous-effectifs chroniques et grande fragilité de l'équipe médicale. Locaux extrêmement vétustes
est largement sous-dimensionné. Nombreux patients en renoncement et en rupture de soins et de suivi. Grave insuffisance de données actualisées et d'indicateurs pertinents. Les pertes de chance sont simplement colossales. Le parcours du cancer est jalonné par la mort en Martinique. Malgré mes alertes régulières à tous les niveaux depuis 1 an, malgré l'urgence et l'ampleur de ce drame, la prise de conscience par l'État est timide. La situation des malades, des familles et les conditions de travail du personnel continuent de se dégrader et aucune solution opérationnelle, même d'urgence, n'est effective. Les patients meurent chaque jour dans le silence assourdissant de l'État et le découragement exacerbé des familles terrorisées par ces graves défaillances à l'origine de ce drame humain. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour pallier dans l'urgence et sur le fond cette grave rupture d'égalité et ce scandale sanitaire qui se poursuit? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. Oui, Madame la Présidente, merci. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ajjar. Vous avez raison de rappeler la situation particulière des Outre-mer et particulièrement de la Martinique, mais vous avez omis de rappeler la mobilisation aussi de l'État qui, depuis quelques mois, a pris à bras-le-corps ce sujet que vous évoquez, d'une meilleure prise en charge et des traitements des personnes atteintes de cancer en Outre-mer. Le comité interministériel de l'Outre-mer, et vous le savez, du 18 juillet dernier, a, parmi ces 72 mesures, retenu un plan très ambitieux pour justement répondre à cette question de la prise en charge des cancers les plus qui touchent le plus les Outre-mer. Je veux citer les cancers colorectal, du sein, du col de l'utérus et de la prostate. Sur ces 4 filières, un comité de travail a été mis en place. Vous êtes associé à certains de ces travaux comme l'ensemble des parlementaires. Un comité avec l'ensemble des acteurs. Les comités se réunissent depuis le mois de décembre. 4 ont déjà eu lieu. Un prochain sera organisé sous la double présidence de Marie Evenou et de moi-même, de manière à ce qu'effectivement les objectifs qui ont été fixés par l'État, c'est-à-dire l'amélioration de la capacité à dépister, les travaux sur la prévention et améliorer les questions de prévention, la question des délais de prise en charge de manière à ce qu'ils soient réduits et la refonte des parcours de soins qui nécessite évidemment qu'on fasse travailler ensemble l'ensemble des acteurs, eh bien, sur ces 4 axes, des réponses précises commencent à être élaborées et permettront de répondre aux attentes des habitants qui sont tout à fait légitimes et à la question précise de celle de la prise en charge de ces cancers dans les Outre-mer. Donc le gouvernement est tout à fait conscient de cette question. L'ensemble des soignants, l'ensemble des structures. Parfois, vous savez que les structures juridiques, ont des statuts juridiques différents qui ne facilitent pas toujours les coopérations, mais nous y travaillons, permettra d'avoir une réponse adaptée aux besoins des habitants d'Outre-mer et particulièrement de Martinique, puisque nous traitons l'ensemble des Outre-mer de la même manière sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, si j'osais, mes chers collègues, je dirais que depuis 2022, nous vivons une époque formidable. Une époque où, par la magie du 49.3, le Parlement peut au mieux proposer, sans pour autant peser en quoi que ce soit sur les équilibres budgétaires présentés par l'exécutif. Au moins, pouvait-on espérer qu'en maîtrisant de bout en bout l'exercice budgétaire, le gouvernement tiendrait les finances du pays comme il s'y est engagé auprès des Français et de ses partenaires européens. Aujourd'hui, les faits sont là. En 2023, déficit attendu 4,9%, déficit réel 5,5%. En 2024, croissance estimée 1,4%, revue à 1% et sans doute en réalité plus proche de 0,7%. La trajectoire fixée par la loi de programmation qu'il fallait voter, je le rappelle, sans délai en décembre, est déjà totalement caduque 3 mois plus tard. Pour ramener le déficit à 4,4% en 2024, l'impasse budgétaire n'est pas de 10 milliards d'euros, mais de 30, ce qui est évidemment inatteignable. 3 textes financiers, 3 textes présentés avec une belle assurance, des conséquences pourtant majeures. Retour à la procédure de déficit excessif que nous avions quittée grâce au travail de vos prédécesseurs, Monsieur le Ministre. Risque amplifié de dégradation de la note de la France, je vous rassure, on ne le souhaite ni les uns ni les autres. Révision obligatoire de la loi de programmation pour retrouver un peu de crédibilité internationale. Une époque formidable, disais-je. Monsieur le ministre, les coups de rabot n'ont aucun sens. Êtes-vous prêt à rouvrir avec le Parlement le budget dans son ensemble, tant en dépenses qu'en recettes? Merci.
Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Claude Raynal, si je peux me permettre, mon prédécesseur en 2017, lorsque nous sommes sortis de la procédure pour déficit public excessif, c'est moi. Nous avons rétabli les comptes publics en 2017, 2018 et 2019. Nous sommes revenus sous les 3% de déficit public, c'est un fait. Ensuite, nous avons fait face, vous le savez aussi bien que moi, à deux crises majeures, la crise du Covid et la crise inflationniste. Nous avons fait face avec d'ailleurs le soutien de beaucoup de sénateurs et de sénatrices ici, j'aurai l'occasion d'y revenir. Maintenant, nous avons des comptes publics à nouveau à rétablir et je confirme que mon objectif est de parvenir sous les 3% de déficit public en 2027. Est-ce que ça va demander des efforts plus importants? Oui, il faudra faire en 3 années ce que nous envisagions de faire en 4 années. Est-ce que nous avons commencé à le faire? Oui, puisque nous avons engagé 10 milliards d'euros de réduction des dépenses de l'État il y a quelques semaines pour immédiatement corriger les résultats de ce déficit plus élevé que attendu. Est-ce que je suis ouvert à la discussion? Évidemment. Ma porte est ouverte dès demain. Je sais que vous participerez à notre réunion demain au ministère de l'économie et des finances. Et je salue votre esprit constructif et républicain qui, visiblement, n'est pas partagé par certains dans cette Assemblée qui ne veulent pas participer à cette discussion sur la réduction de la dépense publique. Comment est-ce que nous parviendrons à cet objectif? Par des réductions de dépenses, mais également par le maintien de la croissance. Parce que je rappelle, et vous le savez, Monsieur le Président, que notre prévision de croissance en 2023 a été la plus exacte de toutes celles qui ont été présentées. Nous avions dit 1, nous avons fait près de 1 à 0,9. Quant à notre révision de croissance pour 2024, mais c'est le cas dans tous les pays européens. Nous avons tous subi le choc du ralentissement de la Chine et du choc géopolitique. L'Allemagne a révisé sa croissance de 1,3 à 0,2, de 1,1 en moins en février, à la même date que nous. Et je suis convaincu, Monsieur le Président, qu'au-delà des réductions de dépenses, nous aurons en 24, mais surtout en 25 et en 26, une croissance solide à la hauteur de la solidité de l'économie française. Il faut qu'on... Monsieur le Président Raynal, pour 13 secondes. Monsieur le ministre, il suffit d'y croire. À ce niveau, malgré tout, de correction budgétaire, on dépasse, je le dis, les questions simplement financières. C'est avant tout d'un débat sur les priorités que doit se fixer notre société, dont nous avons besoin de manière générale. Notre groupe vous a d'ailleurs demandé un débat 50-1 sur ce sujet. Nous attendons toujours votre réponse, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, très peu de temps après votre nomination, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit vouloir restreindre sensiblement la politique de transition écologique planifiée par Madame Borne et le secrétariat général à la planification écologique dont le travail sérieux a été reconnu. Cette politique constitue le cadre fondamental de l'action à mener pour toutes les filières françaises. Elle concerne tous les Français dans leur vie quotidienne. Elle est en définitive la carte et la boussole dont la France se dote pour atteindre les objectifs climatiques et environnementaux pris dans le cadre européen et mondial. Pour le financement de cette transition écologique, l'évaluation Pisani-Mafuz des besoins financiers d'investissement, non contestée elle non plus, est de 66 milliards d'euros à horizon 2030. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Comment faites-vous face à ces obligations et à leur financement dans un contexte de dégradation accrue des finances publiques, de dynamique économique atone et de difficultés sociales particulièrement préoccupantes? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Montaugé, d'abord, pour avoir écouté, comme je pense la plupart des uns et des autres ici, le Premier ministre pendant sa déclaration de politique générale, à aucun moment, non seulement il n'a tourné la page de la planification, mais il a repris précisément sur sa propre responsabilité la continuité de la planification écologique et énergétique. Et il a eu l'occasion, il y a quelques jours, avec l'ensemble des ONG, de refaire un point sur ce qu'étaient nos engagements écologiques. Votre question, au-delà des annonces, elle porte de manière très concrète sur les moyens que nous y consacrons. Il y a quelques minutes, j'ai eu l'occasion de dire
à la sénatrice Cazebonne que l'action de ce gouvernement avait conduit, sur la seule année 2023, à faire autant de baisses, monsieur le sénateur, qu'entre 2012 et 2017. Et une partie de ceux qui nous donnent des leçons aujourd'hui, quand ils étaient en responsabilité, faisaient moins bien en termes d'engagement budgétaire, en termes d'engagement réglementaire, et continuent aujourd'hui avec le même disque rayé de prétendre que l'inaction climatique serait de notre côté, au mépris de toutes les vérités objectives. Parlons budget. Vous citez le rapport de M. Pisani. Le rapport de M. Pisani-Ferry ne dit pas que l'État doit trouver 68 milliards par an. Il dit que de façon extrêmement concrète, la somme que nous devons dégager pour financer la transition écologique est de l'ordre de 68 milliards. Il précise que la part publique, elle est de l'ordre de 30 milliards. Que dans ces 30 milliards, il y a une part qui relève des collectivités territoriales, il y a une part qui relève de l'État. Les engagements pris pour la seule année 2024, malgré le contexte budgétaire, c'est une augmentation sans précédent des crédits dédiés à la transition écologique qui progresse à date, de fin mars de l'année dernière à fin mars de cette année, de 7 milliards d'euros. Et en l'espace d'un an et demi, les 2 milliards de fonds verts sont bien un doublement du niveau d'investissement des collectivités territoriales qui était historiquement à 2, qui est passé à 4 avec le fonds vert. Ça, c'est la réalité. Le reste, c'est de la politique. Merci, monsieur Montaugé. Oui, une somme d'approximation ou de contre-vérité ne fait pas une vérité. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous devez sanctuariser ces sommes qui sont nécessaires à échéance indiquée, 2030. Vous savez que si ces investissements ne sont pas faits maintenant, il coûtera beaucoup plus cher à la nation de les faire plus tard, avec une efficacité bien moindre, et les Français paieront d'ici là directement et dans la souffrance, comme c'est déjà trop souvent le cas aujourd'hui. En 2017, vous chantiez les louanges d'un monde nouveau. 7 ans après, vous tournez le dos à l'ambition d'une France résiliente et solidaire pour le monde de demain. Et pire encore, vous poursuivez méthodiquement le saccage de l'État-providence alors que rien d'efficace ne sera fait sans justice sociale. Au-delà des insipides éléments de langage dont nous sommes abreuvés ad nauseam, c'est d'un grand récit mobilisateur et progressiste d'une vision pour la France dans la transition vers le monde de demain que les Français ont besoin. Et le président de la République française est attendu là-dessus aussi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'étais lundi dernier aux côtés des ouvriers de Metex à Amiens. Et depuis, je me pose une question. Quelle est votre vision de la souveraineté industrielle de notre pays ? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Rémi Cardon, vous étiez aux côtés des salariés de Metex, une entreprise qui fait des acides aminés et de la lysine, la dernière en Europe, avec aussi un certain nombre d'élus qui, depuis un an, me demandent de nationaliser tout ce qui bouge. En tout cas, ma vision de la souveraineté industrielle, ce n'est pas la nationalisation de toutes les industries aujourd'hui qui, pour certaines, souffrent, mais bien de les appuyer dans une logique de développement économique. L'entreprise dont vous parlez, elle a fait l'objet d'un certain nombre d'aides de l'État, vous le savez. Un investissement de la BPI, un prêt PGE garanti, une subvention dans le cadre de France 2030. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'État n'a pas été au rendez-vous. Et c'est vrai que malgré ça, en partie parce que le sucre est payé trop cher par cette entreprise et en partie pour des raisons de management, de gestion, l'entreprise n'a pas été au rendez-vous de la performance économique qu'on est tous en droit d'attendre ici d'une entreprise industrielle. Ils ont mis en place la recherche d'un repreneur. Ils ont décidé la semaine dernière de se mettre sous la protection des procédures collectives pour accélérer la recherche d'un repreneur. Et sur ce dossier, comme sur tous les dossiers, monsieur le sénateur, je vais agir de la même manière. M'assurer qu'on a un repreneur solide, m'assurer que c'est sur la base d'un plan d'affaires solide. Et si c'est le cas, je serai prêt à l'accompagner, comme je l'ai fait sur Carlyle, une entreprise de sacs à perfusion pour laquelle vos amis avec lesquels vous étiez lundi m'ont demandé de le nationaliser il y a un an. Sur Valdune, pour laquelle vos mêmes amis m'ont demandé à nouveau de la nationaliser il y a quelques mois. Nous cherchons des repreneurs de qualité qui permettent à l'industrie française de se projeter vers l'avant, non pas dans une entreprise nationalisée, comme vos amis le souhaitent, mais comme des entreprises qui voient de l'avant et qui sont capables de conquérir le monde. Merci. Merci. Monsieur Cardon, pour une réplique, vous avez
plus d'une minute 44. Monsieur le ministre, bon, écoutez, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Je vais vous faire un propos du tout instructif. Dans la Somme, nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons produit de la lysine. Cette lysine, produite dans l'usine Metex à Amiens, fait notre fierté. D'abord parce que Metex est la seule usine en Europe à produire cet acide aminé qui sert à la nutrition animale et à la composition de certains médicaments comme l'aspégique et l'ibuprofène. Ensuite, parce qu'elle est faite à partir de la richesse de nos sols. Toujours pas de pétrole, mais avec des betteraves sucrières. Metex est le modèle typique d'industrie verte que nous devons soutenir pour l'avenir. Pourtant, cette entreprise est placée en redressement judiciaire depuis le 20 mars dernier, vous le savez, et elle fait face à la flambée du prix du sucre, à la flambée du prix de l'énergie et au dumping de la Chine qui a inondé l'Europe de son stock d'acide aminé, moitié moins cher et 5 fois plus polluant. Il est clair, monsieur le ministre, que dans une ville comme Amiens, la ville du président, qui porte encore les stigmates de fermetures comme Whirlpool et Goodyear, tout ceci n'est pas anodin. Alors même que vous prenez la réindustrialisation du pays, que la Covid et la récente pénurie de médicaments nous a tous rappelé collectivement de produire nos médicaments en France, les décisions qui permettraient la sauvegarde de l'usine sont toujours attendues par les 300 ouvriers de Metex qui sont plongés dans l'incertitude. Et votre réponse aujourd'hui n'est pas du tout éclairante. Monsieur le ministre, pour les ouvriers de Metex, ce n'est plus le temps des promesses, mais c'est le temps des actes forts et de l'union sacrée. Metex est très clairement un outil résilient et de souveraineté que l'État ne peut pas et ne doit pas abandonner.